direction donc tout de suite avenue de Ségur où Jean Castex prend la parole pour dévoiler ce plan de relance. On va le suivre. Le Conseil des ministres de ce matin dont nous sortons a été, vous le savez, consacré à la présentation du plan de relance. Et avec les ministres ici présents, Bruno Le Maire, Barbara Pompili, Elisabeth Borne et Clément Beaune, nous venons vous présenter le contenu du plan, désormais officiellement baptisé France Relance, les principales mesures et vous dire les objectifs que nous lui assignons. Je voudrais remercier tous les services de l'État, nombreux qui ont concouru à la préparation de ce plan, et en particulier le ministre chargé de la relance. C'est un moment très important dans notre stratégie de lutte contre les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire qui a frappé le monde et la France depuis le début de cette année. La Covid-19 a engendré, vous le savez, une récession extrêmement soudaine et brutale, liée à la décision partagée par tous les pays européens de placer des considérations sanitaires au-dessus des considérations économiques et donc de décider d'un confinement généralisé qui a produit des résultats sanitaires incontestables, mais qui a conduit à la paralysie de pans entiers de notre économie et à une dépression historique, très certainement la plus forte depuis celle de 1929. Dès les premières heures de la crise, le gouvernement de la République, conduit par mon prédécesseur Édouard Philippe, a fait preuve d'une très grande réactivité pour protéger nos emplois et nos entreprises. Un plan d'urgence de 470 milliards d'euros a été déployé en quelques jours. Cela a permis de préserver notre pouvoir d'achat bien plus efficacement que dans les pays voisins, de sauver des millions d'emplois et d'éviter des milliers de faillites d'entreprises. Grâce à cela, la France a tenu, mais elle est incontestablement affaiblie. D'autant, vous le savez aussi, que la crise sanitaire n'a pas disparu. Et vous savez avec quelle détermination, avec le concours des Françaises et des Français, nous continuons à la combattre par des mesures adaptées de prévention et de protection. Et je profite une nouvelle fois des circonstances présentes pour appeler toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens à les appliquer. Avec une stratégie claire que j'ai rappelée encore la semaine dernière, nous devons réussir à vivre avec le virus en adoptant toutes les mesures adaptées à cette situation. Ce pragmatisme nous a du reste conduit tout récemment à prendre des mesures de soutien au secteur de notre économie qui sont encore fortement impactés par les protocoles sanitaires qui leur sont imposés. Je pense au spectacle vivant, au cinéma et plus généralement au secteur de la culture pour lesquels le gouvernement a annoncé des mesures fortes la semaine dernière. Je pense au secteur de l'événementiel, du tourisme ou encore du sport dont je recevrai les représentants très prochainement, samedi je crois. Après l'indispensable sauvegarde, la consolidation et l'offensive, c'est le plan de relance. Une ambition et une ampleur historiques. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2008. C'est, en proportion de la richesse nationale, le plan de relance le plus massif annoncé à ce jour parmi les grands pays européens. 100 milliards,
c'est surtout le montant dont notre économie a besoin. C'est le montant nécessaire pour retrouver dès 2022 notre niveau de richesse d'avant la crise. C'est un objectif ambitieux, mais parfaitement à notre portée. Pour cela, 3 leviers structurants. D'abord, atténuer au maximum pour les entreprises et les salariés, dans le prolongement des mesures déjà prises, les effets de la récession économique. C'est ce qu'on appelle le rôle contracyclique du plan. Repartir, relancer l'activité. Deuxième levier, deuxième objectif, combattre et réduire les morsures de la crise sur notre pacte social et territorial, en engageant des moyens pour celles et ceux de nos concitoyens et de nos territoires les plus menacés, les jeunes, les précaires, les personnes en situation de handicap, les bassins d'emploi les plus touchés. Troisième objectif essentiel, accélérer la transformation de notre économie en tirant les enseignements structurels de la crise et en confortant la logique réformatrice du quinquennat. Ce sont les investissements massifs en faveur de la transition écologique et de la souveraineté et de la compétitivité économique de la France qui doivent permettre de nous positionner sur les créneaux les plus porteurs dans les 10 prochaines années et au-delà. Créer de l'activité tout de suite, préparer l'avenir. Notre priorité absolue, c'est l'emploi. Avec ce plan, nous soutenons dès aujourd'hui l'emploi de ces premières victimes de la crise, les jeunes et les demandeurs d'emploi, avec la prime jeune de 4 000 €, l'apprentissage et l'activité partielle de longue durée. Nous allons aussi investir pour créer les emplois de demain. C'est le niveau de qualification qui fait la prospérité et le dynamisme d'une nation. Nous investissons donc massivement dans la formation pour les métiers et les filières de demain, la transition écologique, l'industrie innovante, le numérique par exemple. Le redressement de notre économie suppose la mobilisation de toutes et de tous. Le plan de relance doit avoir un effet d'entraînement et de levier sur le reste de l'économie. J'en appelle, sur ce sujet comme sur tous les autres, au sens des responsabilités de tous les acteurs, pour que les entreprises embauchent, à commencer par les jeunes, pour que les partenaires sociaux dialoguent et trouvent des accords, notamment sur l'activité partielle de longue durée, pour que les collectivités investissent aux côtés de l'État dans un cadre contractualisé, pour que les ménages investissent et consomment au lieu d'épargner. C'est à la fois une condition de la réussite, mais aussi une façon de démultiplier l'impact économique du plan pour aller bien au-delà de ces 100 milliards d'euros. Voilà pourquoi je m'attache, depuis ma prise de fonction, à favoriser et promouvoir le dialogue, la concertation, partout où cela est possible, avec les partenaires sociaux, avec les collectivités locales, avec le monde associatif, avec tous les secteurs professionnels. C'est la marque d'une démocratie moderne, mobilisée tout entière contre la crise. C'est un gage d'efficacité dans la mise en œuvre des dispositions prises. Ce plan de relance produira des effets concrets et perceptibles pour le plus grand nombre. Pour les plus modestes, dont nous avons soutenu le pouvoir d'achat, notamment en revalorisant l'allocation de rentrée scolaire et que nous aiderons à se former en leur proposant 300 000 parcours d'insertion
sur mesure et donc à trouver des emplois. J'en profite pour rappeler que la lutte contre la précarité s'inscrit dans une action constante de ce gouvernement et qu'au-delà du plan de relance, elle trouvera surtout sa traduction dans la loi de finances pour l'année prochaine. Pour tous les ménages que nous accompagnerons dans la transition énergétique, que ce soit pour rénover leur logement, changer de véhicule ou se déplacer de façon plus facile et moins polluante, aussi bien dans les grandes villes que dans les territoires. Nous souhaitons qu'un maximum d'entreprises bénéficient de ce plan de relance. Les baisses d'impôts de production massives profiteront d'abord et essentiellement, 74% très précisément, à nos TPE, PME et ETI qui maillent le territoire et structurent nos bassins d'emploi. Nous les aiderons également, ces entreprises, à accélérer leur numérisation. Nous prendrons à leur direction des décisions pour conforter leurs fonds propres. Pour encourager ces initiatives, je veux rappeler ici l'engagement que nous avons pris avec le président de la République. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Nous ne reproduirons pas l'erreur de procéder à des hausses de la fiscalité qui affaibliraient notre croissance et enverraient des signaux négatifs tant aux ménages qu'aux entreprises. Pour autant, nous préserverons la soutenabilité de notre dette publique. Je veux rappeler ici de façon très solennelle que grâce à l'accord historique obtenu par le président de la République avec la chancelière, nous bénéficierons d'un financement européen de ce plan de relance à hauteur de 40 milliards d'euros. Sur tous les projets dans les territoires que ce plan va financer, l'Europe sera présente à hauteur de 40%. Nous avons par ailleurs fait le choix d'une relance fondée sur des dépenses non pérennes qui représentent 80% du plan. On en attend un très rapide retour sur investissement. S'il atteint son objectif de réactivation de l'activité, son impact, l'impact du plan de relance sur notre ratio de dette sera presque entièrement résorbé à partir de 2025. Mais surtout, la pire option, précisément pour nos finances publiques, aurait été précisément de ne pas faire de plan de relance, de laisser l'économie s'installer en sous-régime. 4 points de croissance, 4 points de PIB perdus, c'est chaque année environ 50 milliards de recettes non perçues, donc de dettes supplémentaires. Il est économiquement et socialement infiniment préférable de dégrader temporairement les soldes publics pour investir, réarmer l'économie et repartir de l'avant, plutôt que de s'enfoncer dans l'austérité, laisser exploser le chômage, la misère et les drames humains. En tout cas, c'est le choix très clair fait par le président de la République et son gouvernement. Les ministres vont maintenant vous présenter ce plan dans le détail. Comme vous le verrez, il s'ordonne autour de 3 grands axes. Le premier d'entre eux est la transition écologique. France Relance est d'abord un plan destiné à servir le climat et la biodiversité. Il consacre 30 milliards à cette transition, ce qui revient à plus que doubler, mesdames et messieurs, dans les 2 prochaines années, les investissements que l'État consacre habituellement à l'environnement,
alors même qu'ils étaient déjà en forte progression. Deux mesures illustratives, 6,7 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments, dont 2 milliards pour une prime qui sera accessible à tous, qui s'intitule MaPrimeRénov'. Deuxième exemple, nous allons investir 7 milliards d'euros d'ici 2030 pour faire de la France un pays de pointe sur l'hydrogène vert. Deuxième axe, c'est un plan de réarmement industriel pour la France. Nous y consacrons 35 milliards. Là aussi, deux mesures, la baisse des impôts de production, 20 milliards étalés sur 2 ans, pour cibler particulièrement les PME-TPE, je l'ai déjà dit, et la compétitivité des entreprises industrielles. Second exemple, la relocalisation de certaines filières stratégiques à hauteur d'1 milliard d'euros, la santé, l'agroalimentaire, les applications industrielles. Le troisième axe, également à hauteur de 35 milliards d'euros, visera à renforcer la cohésion sociale et territoriale. C'est une forte attente de nos concitoyens dans tous les territoires, notamment ceux qui ont pu se sentir délaissés. Pour soutenir l'emploi, j'y ai déjà fait allusion, l'activité partielle de longue durée, déployée dans des proportions inégalées, 7,6 milliards d'euros. La formation et l'emploi des jeunes, 6,5 milliards, d'ores et déjà débloqués. Un plan inédit par son ampleur. Embaucher un apprenti ou un alternant n'aura jamais été aussi simple et aussi peu coûteux dans ce pays. J'invite les entreprises à s'engager pleinement dans cette voie et l'ensemble des acteurs économiques dans celle de la relance de notre pays. Avant de vous dire quelques mots de conclusion, j'invite chacun des ministres principalement concernés à vous présenter les mesures phares du plan de relance, en commençant par Monsieur le ministre chargé de l'économie et de la relance. Bruno. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre. Chers amis, je voudrais commencer par des remerciements. Des remerciements pour tous ceux qui, depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ont travaillé sur ce plan de relance sous l'autorité de Jean Castex, du Premier ministre. Je pense évidemment aux services de l'État et des différents ministères, mais je pense aussi aux partenaires sociaux. Je pense aux représentants des filières professionnelles. Je pense aux entrepreneurs. Je pense aux économistes qui ont beaucoup travaillé sur ces propositions et qui nous ont permis d'avoir un plan qui rassemble le plus largement possible les Français. Je voudrais aussi rappeler, comme l'a fait le Premier ministre, que nous avons fait dans cette crise depuis le premier jour, depuis le début du mois de mars, le maximum pour les entreprises et pour les salariés. Et que nous continuerons, dans les 2 années qui viennent, à faire le maximum pour les entreprises et pour les salariés. C'est le sens de ce plan de relance. Je voudrais également vous donner une conviction personnelle. Nous allons y arriver. La France sortira plus forte de la crise économique qu'elle n'y était entrée, avec une économie plus compétitive, une économie plus décarbonée et une économie plus solidaire. En tout cas, c'est l'objectif de ce plan de relance France 2030. Il repose, comme le Premier ministre l'a indiqué, sur 3 grandes orientations. L'écologie, avec une mesure phare, je ne reviens pas dessus, la rénovation énergétique des bâtiments que nous souhaitons voir se déployer le plus vite possible, aussi bien pour les établissements publics, les hôpitaux, les écoles, les collèges, les lycées, les universités, que pour les acteurs privés, avec le dispositif de MaPrimeRénov' que nous avons voulu
le plus simple possible pour que tous les Français puissent en bénéficier et donc toutes les entreprises du bâtiment. Nous engagerons aussi, sous ce volet d'écologie, une décarbonation de l'industrie en prenant les sites industriels qui émettent le plus de CO2 et en prenant à notre charge le coût de dispositif de décarbonation. Nous mettrons en place des mobilités propres, notamment avec un plan ferroviaire. Nous ferons de l'hydrogène l'un des éléments clés de cette stratégie pour être indépendants en matière de production d'hydrogène vert, comme le seront d'autres nations européennes, comme l'Allemagne. Le deuxième grand volet, c'est la compétitivité. Je veux rappeler que ce volet, il est cohérent avec la politique économique que nous avons menée avec le président de la République depuis 2017. Politique qui, on l'a oublié parce que nous sommes en période de crise, avait donné des résultats. Nous avions réussi, début 2020, grâce à cette politique économique de soutien à l'offre, d'amélioration de la compétitivité de nos entreprises, à avoir le taux de croissance parmi les plus élevés de la zone euro. Nous avions réussi à ramener le chômage à moins de 8% en métropole. Et nous étions devenus la nation la plus attractive de tous les pays européens, sans exception. C'est ce qui me fait dire aux Français, nous allons y arriver. Tout simplement parce que nous y sommes déjà arrivés il n'y a pas si longtemps et que nous avons les compétences, les entrepreneurs, les salariés, tout pour réussir. Nous mettrons donc beaucoup de moyens financiers pour assurer cette amélioration de la compétitivité de nos entreprises. Nous allons d'abord renforcer les fonds propres des TPE, PME et ETI. Elles ont eu à faire face à des problèmes de trésorerie majeurs. Nous avons mis en place un prêt garanti par l'État qui leur a permis de voir venir dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, elles s'interrogent toutes pour savoir comment est-ce qu'elles vont rembourser ce prêt. Je veux dire aux plus petites entreprises, celles de moins de 10 salariés, que nous continuons à négocier avec la Fédération bancaire française le taux le plus attractif possible pour toutes celles qui voudraient prolonger le remboursement de leurs prêts. Et elles auront le taux le plus attractif possible. Elles ne doivent pas avoir d'inquiétude à ce sujet-là. Pour les entreprises plus importantes, nous mettrons en place 3 milliards d'euros de garantie de l'État sur des placements financiers qui auront un label France Relance et qui permettront de lever de 10 à 20 milliards d'euros de prêts participatifs, c'est-à-dire quasiment des fonds propres pour ces entreprises qui en ont besoin pour se développer. Nous ouvrirons de nouveaux marchés d'avenir. La France, depuis 20 ans, se repose sur ses lauriers, sur de très belles filières. Je pense à la filière de l'agroalimentaire, du luxe, de l'aéronautique, à la filière de la pharmacie. Mais nous n'avons pas su ouvrir de nouvelles filières industrielles. C'est ce que j'appelle se reposer sur ses lauriers. Eh bien, il est temps de passer à autre chose. C'est le sens de ce plan de relance qui, comme le Premier ministre vient de l'indiquer, nous permet d'accélérer la transformation économique de notre pays. Il faut que dans les biotechnologies, dans les énergies renouvelables, dans le calcul quantique, dans le traitement des déchets, la France soit leader européen et leader mondial. Elle en a la capacité et elle va y arriver. Alors, petit problème technique, visiblement. La liaison avec le ministère de la Santé a été coupée alors que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, était en train de s'exprimer. Bruno Le Maire, plutôt optimiste. Hein. Nous allons y arriver, a-t-il répété à plusieurs reprises dans la foulée de Jean Castex. Voilà le son et l'image visiblement en son retour. La vapeur, on va continuer à suivre cette conférence de presse. Relocaliser. Et c'est possible. Relocaliser, ça ne veut pas dire produire des biens à faible valeur ajoutée en France. Ça veut dire qu'il est possible de produire des batteries électriques sur le territoire français plutôt que de les importer à 85% de Chine ou d'Asie. Nous avons commencé à le faire, nous allons le poursuivre et nous mettrons 1 milliard d'euros de subventions directes sous forme d'appel à projet pour toute entreprise industrielle qui dirait « je veux améliorer ma production, construire une nouvelle ligne, je n'ai pas d'argent », on vous le fournit. L'État vous l'apporte à hauteur de 1 milliard d'euros. Enfin, nous baisserons les impôts de production de 10 milliards d'euros, 7,25 milliards pour la contribution à la valeur ajoutée des entreprises et une réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels, ce qui concernera 32 000 entreprises pour plus de 3 milliards d'euros. Et c'est, comme Jean Castex vient de l'indiquer, centré sur l'industrie. Parce que l'industrie fait partie de notre culture et que relancer l'économie française, c'est relancer l'industrie.
Enfin, ce plan de relance comporte des mesures importantes sur la cohésion, que vient de rappeler le Premier ministre, sur le plan jeune, l'investissement dans le secteur de la santé avec le Ségur de la santé, des mesures de chômage partiel, des mesures pour les plus précaires, un soutien aux collectivités territoriales. Sur tous ces points, comme sur les autres, nous avons travaillé étroitement avec Elisabeth Borne et avec Barbara Pompili, et je veux les remercier de la qualité du travail que nous avons fait en commun. Un mot pour conclure sur la méthode de mise en œuvre. À la demande du Premier ministre, les 100 milliards d'euros feront l'objet d'une mission budgétaire unique, qui sera pilotée au ministère de l'économie, des finances et de la relance, et qui comportera des clauses d'extinction des projets. Si un projet n'est pas décaissé suffisamment rapidement, le Premier ministre se gardera la liberté de réallouer les fonds vers un autre projet, plus mûr, de façon à garantir l'efficacité de la relance. Le Premier ministre présidera un conseil de la relance qui aura vocation à assurer justement ce suivi et l'éventuelle réaffectation des fonds par souci d'efficacité, et je présiderai toutes les semaines un comité de pilotage. Nous mettrons en place une batterie d'indicateurs de suivi qui seront publics sur le taux de décaissement, sur la réduction de CO2, sur le nombre de rénovations énergétiques, sur les créations d'emplois, de façon à ce que les Français puissent suivre directement la mise en œuvre de ce plan de relance. Je vous le redis, je pense que c'est un moment important, un plan qui, dans son ampleur et dans ses modalités, est historique, qui marque un choix clair d'être un plan d'investissement pour bâtir la France de 2030. Et une fois encore, j'en suis convaincu, nous allons y arriver. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'invite à s'exprimer maintenant Madame la ministre chargée de la transition écologique. Chère Barbara. Ces petites choses. Merci, merci Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Avant de détailler le volet vert de ce plan, je veux vous dire avec force et confiance que c'est un pas de géant pour la transition écologique en France. Par son ambition, par sa cohérence, et j'insiste sur la cohérence, par sa solidité, il nous fait basculer dans l'écologie de demain, qui sera décarbonée, qui sera économe en ressources. On n'est pas seulement sur la relance de l'économie, là on est vraiment sur sa transformation. Et au moment où nous affrontons une crise économique, sociale majeure, ce choix de l'écologie, ce choix de la relance verte, est une source d'espoir pour tous. Alors sur le volet verdissement du plan de relance, donc mon collègue Bruno Le Maire l'a dit, 30 milliards d'euros, ça représente une accélération sans précédent de la transformation écologique de notre société. Monsieur le Premier ministre a indiqué tout à l'heure que ce plan est 3 à 4 fois plus massif que celui de 2008, mais surtout sa part verte est sans commune mesure. Les actions qui contribuent au verdissement de notre modèle de développement, ça représente à peu près un tiers du total du plan de relance. C'est l'axe dit de verdissement, mais il faut bien avoir en tête que ces axes de verdissement sont complétés par d'autres actions qui contribuent aussi elles-mêmes au verdissement, même si elles ne sont pas nommément dans la partie verdissement du plan. Je pense par exemple à la rénovation écologique des hôpitaux, des EHPAD, des formations aux métiers verts ou encore l'aide au tourisme durable, qui sont toutes dans l'axe cohésion sociale et territoriale et qui évidemment vont contribuer à la transition écologique. De la même manière, Bruno Le Maire a beaucoup parlé de la relocalisation des industries et des lieux de production, ça réduit l'empreinte écologique et donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que ce plan de relance, en fait, ce n'est pas 30% qui est consacré à l'écologie, mais finalement beaucoup plus. Ce montant de 30 milliards, il est aussi équivalent aux besoins estimés par l'Institut de l'économie pour le climat, le I4C, qui, dans ses travaux sur la relance verte, estimait qu'il faut investir entre 15 et 18 milliards supplémentaires chaque année d'ici 2023 pour s'engager vers la neutralité carbone. Vous le voyez, on est complètement dans la trajectoire et c'est une trajectoire qui nous permettra d'honorer les engagements que nous avons pris dans le cadre de l'accord de Paris. Sur le concret de ce volet verdissement de France Relance, puisque maintenant on lui a donné un nom, on l'appelle comme ça, en fait ce volet, il soutient la transformation écologique de tous les secteurs qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre ou le plus fortement émetteur de gaz à effet de serre. Traditionnellement, on identifie 4 secteurs qui sont les transports, les bâtiments, l'énergie et l'industrie et enfin l'agriculture. Et vise évidemment chacune des cibles, que ce soit les entreprises, les collectivités locales et les ménages qui vont être aidés à travers ce plan de relance. Les transports bénéficieront
de près de 11 milliards au total, dont plus de la moitié pour le secteur ferroviaire, notamment sur les petites lignes et le fret, ainsi que les mobilités du quotidien. On va mettre 1,2 milliard pour le soutien au transport en commun et l'accélération du plan vélo auquel le Premier ministre et moi-même sommes très attachés. Auxquels s'ajouteront des aides à l'achat de véhicules moins émetteurs et l'installation de bornes de recharge, mais aussi de la recherche et du développement dans les secteurs automobiles et aériens pour justement qu'ils passent le cap de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, développer un futur avion vert notamment. La rénovation écologique des bâtiments a été déjà abordée par mes deux prédécesseurs, donc je ne vais pas trop en rajouter. Écologique, et je préfère écologique à énergétique. Pourquoi ? Parce que grâce aussi à cela, on va pouvoir développer des filières qui vont permettre de faire de l'innovation et de la rénovation avec, par exemple, du lin, avec par exemple du chanvre, c'est-à-dire aussi des filières de matériaux locaux qui seront issus de nos territoires et sur lesquels on va pouvoir aussi avoir un effet multiplicateur grâce à ce plan de relance. Le troisième bloc, les innovations énergétiques, avec notamment 2 milliards d'euros pour faire émerger une filière d'hydrogène vert dans le cadre de ce plan, qui seront complétés, comme l'a dit Bruno Le Maire, par 5 milliards d'investissements additionnels d'ici 2030. La décarbonation de l'industrie, avec le développement accéléré de la chaleur renouvelable, notamment 1,2 milliard d'euros au total, le verdissement des entreprises, en s'appuyant aussi sur le plan climat de BPI-France pour 2,5 milliards d'euros. Au total, avec un investissement de 9 milliards d'euros sur ces thématiques, la France se donne les moyens industriels et technologiques d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Enfin, la transition agricole n'est pas oubliée, avec un budget de 1,2 milliard d'euros, dont 350 millions d'aides pour développer une alimentation plus saine et plus locale, en soutenant par exemple les certifications HVE3, haute valeur environnementale, les circuits courts, le bio, les projets alimentaires territoriaux, ainsi que 250 millions d'euros pour accélérer le renouvellement des équipements agricoles, ce qui permettra de diminuer la nécessité d'utiliser des pesticides, que ce soit pour par exemple des griffes qui travaillent le sol, ou encore des pulvérisateurs plus efficaces. On sait les problèmes que posent ces pulvérisations sur les territoires. Enfin, on aura aussi 250 millions d'euros pour moderniser les abattoirs et donc travailler sur la question du bien-être animal dans l'élevage, et 200 millions d'euros pour aider nos forêts à s'adapter au changement climatique. Vous l'avez tous vu, je crois, ces derniers temps, le changement climatique s'accélère et donc on a besoin aussi de s'y adapter sur nos forêts, mais aussi s'y adapter par d'autres biais, notamment par, et c'est le dernier point que je vais aborder, ce plan qui soutient par ailleurs à hauteur de 2 milliards d'euros le développement de l'économie circulaire, donc le tri à la source des biodéchets, la modernisation des centres de tri, la valorisation des déchets. La biodiversité, car elle participe à la résilience, avec la rénovation accélérée des réseaux d'eau, de stations d'assainissement, notamment en Outre-mer, n'oublions pas les Outre-mer, ou encore les actions de protection dans les parcs nationaux, la replantation de haies, etc. Vous voyez que nous sommes sur un plan global. La lutte contre la bétonisation qui sera aussi financée avec notamment la création d'un fonds de 300 millions d'euros pour accélérer la réhabilitation de friches. Tout ceci parce que non seulement nous devons baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais nous devons aussi nous adapter aux conséquences inéluctables du changement climatique sur notre environnement, sur notre vie et sur les atteintes à la biodiversité. Ces investissements inédits sont un investissement dans notre avenir. Ça nous donne les moyens de répondre aux préconisations de la Convention citoyenne pour le climat et d'accélérer la transition écologique en France. Et évidemment, nous serons au rendez-vous avec Bruno Le Maire, avec le Premier ministre, avec tous mes collègues pour assurer le suivi pour que ces réalisations se voient concrètement dans la vie de nos concitoyens. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, pour terminer ces interventions, j'ai parlé évidemment de l'emploi. Priorité majeure, donc, chère Elisabeth, Madame la Ministre en charge du travail et de l'emploi. Merci, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Alors, le volet cohésion sociale et territoriale a vocation à garantir que le plan de relance bénéficiera à tous, en termes d'emploi et de compétences, en termes de lutte contre l'exclusion et la pauvreté dans un contexte inédit de crise sanitaire et sociale, et pour tous les Français, quel que soit leur territoire. Je vais insister sur le volet lié à l'emploi, qui est donc la finalité première de ce plan, comme vient de le rappeler Monsieur le Premier ministre, et qui recouvre deux enjeux: accompagner vers l'emploi les jeunes, les salariés fragilisés par la crise et les demandeurs d'emploi,
et puis armer notre économie en garantissant aux entreprises les compétences dont elles ont besoin, et ces compétences également au bon moment. Ce volet emploi représente un investissement total supplémentaire de plus de 15 milliards d'euros. Mais donc, à la fin des fins, c'est bien tout le plan de relance qui est au service de l'emploi. Ce volet emploi repose sur 3 grands chantiers. Le premier, c'est le plan jeune, qui avait été présenté dès juillet compte tenu de l'urgence à agir et qui vise à donner une solution à chacun des 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail en ce moment, mais aussi de penser à ceux qui sont d'ores et déjà sans activité ou formation. Alors, ça n'est bien sûr pas le premier plan jeune de notre histoire, mais je voudrais souligner qu'il a 3 spécificités importantes. D'abord, il est massif, 6,7 milliards d'euros. Ensuite, il mobilise quasiment tous les leviers pour s'assurer qu'on trouve une solution adaptée à chaque situation. Donc des aides à l'embauche, des formations, des accompagnements, des aides financières aussi pour les jeunes en difficulté. Enfin, son déploiement est conçu et réalisé avec les acteurs des territoires, collectivités locales, associations, entreprises. Nous sommes en train de développer une offre de services qui sera à la main des acteurs locaux, parce que c'est à eux de s'approprier les dispositifs pour les transformer en actions qui ont du sens dans leur territoire. Le second chantier, qui représente 7,6 milliards d'euros, c'est un bouclier anti-licenciement pour les entreprises qui subiront une baisse d'activité dans les prochains mois. Donc, il s'agit d'éviter que ces entreprises se séparent des salariés et des compétences dont elles auront besoin lors de la reprise économique, et ça en combinant un dispositif d'activité partielle, donc plus précisément l'activité partielle de longue durée, avec le financement de formation pour utiliser le temps non travaillé afin de permettre aux salariés de monter en compétences. Le troisième chantier, il porte un investissement massif, là encore dans les compétences, pour maximiser l'impact en emploi du plan de relance, en accompagnant les salariés des secteurs en difficulté ou les demandeurs d'emploi vers les secteurs porteurs soutenus dans France Relance. Ce volet, il représente près d'1 milliard d'euros. Je voudrais insister sur 2 enjeux. L'adaptation des compétences. Près de 400 millions d'euros supplémentaires seront investis dans l'adaptation à la transformation des métiers dans certains secteurs et aux projets de reconversion des salariés qui vont changer de métier. C'était une demande forte des partenaires sociaux issus de la concertation que j'ai donc entendue. Deuxième enjeu, la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Nous avions annoncé une mesure de ce type dans le plan jeune pour les jeunes. Donc, nous faisons la même chose pour les stagiaires de la formation professionnelle. C'est évidemment important que ce soit incitatif d'entrer dans une formation professionnelle. La méthode a été et sera concertée. Donc, le plan jeune a fait l'objet de discussions approfondies avec les partenaires sociaux, les associations de jeunes, les collectivités territoriales. Sur le plan de relance, nous avons travaillé avec les partenaires sociaux interprofessionnels. Désormais, je vais travailler avec les branches, j'en verrai une dizaine dans les prochains jours, pour identifier les enjeux et les besoins, mais aussi les opportunités liées à France Relance. Puis nous travaillons bien sûr avec les régions sur la programmation du plan d'investissement dans les compétences. Nous avons lancé un travail pour identifier avec elles les priorités liées à France Relance et nous ferons un point à mi-octobre avec chacune des régions sur les inflexions, les adaptations à donner à nos programmes régionaux de formation professionnelle. Je voudrais aussi insister sur le fait que nous veillerons bien sûr à la contrepartie en emploi des moyens qui vont être mis en place dans le cadre du plan de relance, que ce soit grâce à des clauses dans les marchés publics, mais également nous attendons des engagements des entreprises et des branches partenaires de France Relance sur le recrutement de jeunes, d'emploi de jeunes issus des quartiers défavorisés, le recrutement d'apprentis. Pour finir, le volet cohésion sociale et territoriale, ce sont les actions que je viens de présenter en faveur de l'emploi et des compétences, mais ce sont aussi toutes les actions qui visent à ce que personne ne soit exclu du bénéfice de France Relance. Je voudrais mentionner les investissements liés au Ségur de la santé, qui consacre 6 milliards d'euros
pour équiper et moderniser les hôpitaux, en construire de nouveaux, moderniser les EHPAD. Un soutien massif qu'on peut rappeler pour les collectivités, 5 milliards d'euros en faveur de l'investissement. C'est à la fois un filet de sécurité budgétaire protégeant les recettes fiscales des communes, des avances sur recettes, des crédits d'investissement, donc pour dynamiser les investissements des collectivités sans accroître leur endettement. Ce sont aussi des actions pour désenclaver les territoires et donner à chacun les moyens de se développer, en particulier 500 millions d'euros qui seront consacrés au développement du très haut débit. Et puis, c'est la lutte contre l'exclusion. Le Premier ministre l'a rappelé, la hausse des allocations de rentrée scolaire de 100 € pour toutes les familles ou le ticket restaurant universitaire à 1 €. Donc, pour finir, ce plan de relance, c'est vraiment un outil massif pour protéger les emplois, en créer de nouveaux, armer notre pays avec les bonnes compétences et donc aussi armer chacun pour qu'il puisse trouver son emploi. Merci beaucoup Elisabeth. Pour terminer et vous donner la parole, je ne vous surprendrai pas, mesdames et messieurs, dans la logique du discours de politique générale que j'ai prononcé devant le Parlement il y a quelques semaines et des engagements que j'ai pris à cette occasion devant la Nation. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que je serai particulièrement attentif aux conditions de mise en œuvre et d'exécution de ce plan. Le comment a autant d'importance que le quoi. Et j'entends bien m'y impliquer personnellement. Je le ferai en veillant à 3 exigences dont dépend la réussite de sa mise en œuvre. La première exigence, elle a déjà été évoquée, j'y reviens, c'est la concertation. Nous avons concerté pour la conception du plan, nous continuerons de le faire pendant toute la durée de sa mise en œuvre. Le sujet sera en particulier au menu de la prochaine conférence du dialogue social que je réunirai au mois d'octobre. Deuxième exigence, le suivi de l'exécution. Ce plan est ambitieux, il repose sur un nombre important de programmes différents. Si nous voulons qu'il produise ses effets pour chacune et pour chacun et dans les délais attendus, il est indispensable de le piloter de près. Nous allons, Bruno Le Maire l'a indiqué, mettre en place un suivi de l'exécution qui permettra à la fois d'en rendre compte dans la transparence et de garantir la rapidité de sa mise en œuvre. Des lenteurs non justifiées dans telle partie du plan pourront entraîner, le ministre l'a indiqué, un redéploiement vers d'autres mesures et les ministères seront clairement responsabilisés dans cette perspective. Enfin, troisième exigence, qui ne vous étonnera pas davantage, la territorialisation à chaque fois que cela sera possible. Ce plan sera décliné dans les territoires, dans tous les territoires, y compris ultramarins. C'est un gage à la fois d'efficacité, d'adaptabilité, d'équité et de cohésion. Et les collectivités territoriales qui le souhaitent, et vous verrez qu'elles seront nombreuses, seront invitées à compléter les actions engagées pour en démultiplier l'impact au niveau local dans le cadre de leurs compétences respectives. Je réunirai les présidents de région dès la semaine prochaine à cet effet. Mesdames et messieurs, ce plan de relance est un plan pour la France, un plan pour les Françaises et pour les Français. Il fera face à la crise grave à laquelle nous sommes confrontés, mais ainsi qu'il a été dit, il nous permettra surtout de mieux préparer les défis de l'avenir en adaptant et en transformant notre économie. J'appelle toutes les Françaises et tous les Français, tous les entrepreneurs, tous les acteurs à avoir confiance, non seulement dans ce plan, mais surtout dans notre pays, dans son redressement. Croyez-le bien, nos ressources de créativité, de travail,
d'initiative, d'imagination sont là. Et ce plan, finalement, doit permettre à toutes ces qualités de notre beau pays de s'exprimer au mieux. Avec les ministres qui m'entourent, nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Je signale également la présence dans la salle, puisque nous allons engager un 4e plan d'investissement pour l'avenir du secrétaire général, M. Boudy. Allons-y. Oui, je ne sais pas s'il y a des micros qui se promènent, je présume que oui. Bonjour, Jérémy Marot de l'AFP. Une question sur l'importance des crédits européens que vous avez souligné à hauteur de 40 milliards d'euros. Comment ce plan a été accueilli par la Commission et par les partenaires européens qui doivent encore le valider à la majorité qualifiée? Et pour poursuivre cette question, savez-vous quand est-ce que les premières tranches de subventions doivent arriver et quels en seraient les montants? Je salue, monsieur, votre délicatesse, car vous avez observé, et c'était très volontaire de notre part, la présence avec nous du secrétaire d'État chargé des questions européennes, Clément Beaune, à qui je n'ai pas eu l'occasion de donner la parole, mais vous venez de le faire, monsieur, et je l'invite à répondre à votre question très importante, parce que si ce plan est un tournant pour notre pays, je crois profondément aussi qu'il l'est pour l'Europe. Merci, Monsieur le Premier ministre, et merci pour cette question qui me permet d'un mot de souligner la dimension européenne massive de ce plan d'investissement et de ce plan de relance. Ce sont des grands chiffres, 750 milliards d'euros au total au niveau européen, 40 milliards d'euros qui seront au moins versés pour financer le plan de relance français. C'est absolument inédit et je crois qu'il faut le souligner. Et le plus important, ce ne sont pas tellement d'ailleurs ces grands chiffres qui peuvent paraître important mais un peu déconnecté ou abstrait, c'est que concrètement, 40% de chaque projet du plan de relance français sera financé par l'Union européenne. Et si vous me permettez, je crois que le plus important est là. C'est le drapeau européen qui sera sur chaque projet du plan de relance. France Relance, c'est aussi l'Europe Relance, et je remercie le Premier ministre d'avoir bien voulu souligner cette dimension européenne absolument indispensable. Il ne faut pas avoir l'Europe honteuse, il ne faut pas avoir l'Europe invisible, comme on le fait parfois. Nous signalerons, et je crois que les régions, les collectivités territoriales auront à cœur de le faire aussi, que l'Europe sera présente dans chacun des aspects et chacun des projets de ce plan de relance. Vous l'avez dit, il reste un certain nombre d'étapes, et c'est très important à franchir. Le plan de relance français n'est pas déconnecté du plan de relance européen. C'est la même chose. Nous avons un seul plan de relance, et nous le présenterons sous l'autorité du Premier ministre, à nos partenaires européens dans les prochaines semaines, sans doute dans le courant du mois d'octobre. Et vous l'avez souligné aussi, il y aura une discussion collective européenne. Ça n'est pas l'instituteur qui distribue des bons ou des mauvais points. Chaque pays construit son plan de relance. On en discute pour coordonner nos priorités. Je signale à cet égard que la France a obtenu, car nous l'avons porté au niveau européen, que non seulement 30% de notre plan soit consacré aux dépenses de transition écologique, mais 30% de toutes les dépenses, de tous les plans de relance européens seront aussi en ligne avec cet objectif. Et donc, il y aura cette discussion et cette coordination. Aucun pays n'a un droit de veto, je le rappelle, donc il n'y aura pas de prise d'otage d'un plan de relance par un autre pays, mais une discussion collective à l'automne sur laquelle je suis confiant et optimiste parce qu'elle sera accompagnée de la présentation de nos réformes économiques et de nos priorités d'investissement. Un dernier point, vous l'avez dit, le Premier ministre et le ministre de la Relance l'ont souligné, il faut aller vite. C'est vrai pour le plan de relance français, et comme c'est la même chose, c'est vrai pour les crédits européens. Et donc nous aurons à cœur, ce sera notamment mon combat, que les crédits européens ne s'enlisent pas dans des procédures bureaucratiques trop longues. Il y aura de premiers versements dès le début de l'année 2021. Nous nous battons pour cela. Et je précise aussi un point qui paraît précis ou technique, mais qui est essentiel, c'est que nous avons aussi obtenu que dans les crédits européens, nous puissions financer des dépenses qui sont d'ores et déjà engagées, dès maintenant, et même celles qui ont été engagées au titre de l'urgence depuis le mois de mars seront éligibles au financement européen, même si les crédits arrivent un tout petit peu plus tard. Donc, si on met tout ça bout à bout, nous avons un plan totalement cohérent avec les exigences européennes. Nous avons porté cette coordination européenne. Ce sera extrêmement concret et je crois que nous devons souligner, je
ne me lasserai pas de le redire, que l'Europe sera au cœur de chacun des projets de ce plan de relance et nous irons vite aussi au niveau européen. Vous avez le son, oui. Bonjour, Thomas Asportas pour BFM Business. Vous venez de présenter un plan sur mesure pour les entreprises qui répond à beaucoup de leurs besoins de long terme. Que comptez-vous faire, puisque vous les invitez, vous les incitez à se saisir de ce plan? Que comptez-vous faire si ce n'est pas le cas en termes d'emploi, de relocalisation ou encore de transformation écologique? Est-ce que vous prévoyez des sanctions ou peut-être des crédits qui étaient prévus qui finalement sont annulés? Et puis deuxième question, un peu plus précise, vous avez cité une filière d'avenir pour la France, c'est le traitement de l'eau et des déchets. Est-ce que ça veut dire que vous regardez d'un bon œil l'opération en cours entre Veolia et Suez et est-ce que vous l'appelez de vos voeux? Merci. Alors, la question que vous posez, c'est celle des contreparties. Contrepartie, ça n'est pas conditionnalité. Je le précise parce que les mots ont un sens. Le contrepartie, ça veut dire que nous attendons des entreprises qu'elles jouent le jeu de ce plan de relance. Ça a été dit par Elisabeth Borne sur les questions d'emploi, ça a été dit par le Premier ministre. Et nous avons un certain nombre de dispositifs dont les entreprises vont pouvoir bénéficier, dans lesquels nous définirons des contreparties. Prenez l'exemple des prêts participatifs. On met 3 milliards d'euros de garantie de l'État. Il est légitime que, lorsqu'ensuite on va prêter à une entreprise pour qu'elle puisse se développer et investir, on lui dise qu'en matière de respect de l'environnement, en matière de gouvernance, par exemple l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise, en matière d'intéressement et de participation, qui est un sujet auquel nous sommes extrêmement attachés, il y ait effectivement des contreparties demandées aux entreprises. Un dernier mot pour vous dire là-dessus que je crois beaucoup à la vertu du débat parlementaire pour travailler sur ces contreparties. C'est bien le rôle du Parlement de contrôler l'action du gouvernement. Et j'ai eu l'occasion, je le ferai dès cet après-midi dans le cadre des commissions, je l'ai fait avec la majorité parlementaire, d'échanger avec les parlementaires de la majorité à plusieurs reprises, je le ferai avec tous les groupes cet après-midi. Je sais qu'ils tiennent à définir un certain nombre de contreparties. Ils le feront avec nous et nous le ferons ensemble. Alors, je me permets de compléter la réponse du ministre de l'économie, la première que vous avez posée, consistante à vous dire qu'en réalité, regardez bien ce plan. N'opposons pas artificiellement entreprises et salariés, offre ou demande. En réalité, plus généralement, il faut le rappeler, ce que nous cherchons à faire par rapport à d'autres pays, c'est renforcer la compétitivité de notre économie. Et nous disposons de chiffres montrant que les revenus des ménages, d'ailleurs ils ont beaucoup épargné, a été mieux préservé grâce aux actions que nous avons entreprises depuis le mois de mars. C'est une réalité forte. En revanche, sur l'impact de la crise qui aurait détruit jusqu'à présent de l'ordre de 65 milliards d'euros de richesse nationale, c'est ce tissu productif qui a été surtout impacté puisque 55 milliards sont dans ce secteur de perdus. Donc c'est là qu'il faut le reconstituer. Alors, vous avez entendu le détail. En réalité, la contrepartie, elle est souvent dans les prestations que nous versons et auxquelles les entreprises vont répondre. On a dit on va réinvestir beaucoup d'argent dans l'hôpital. Donc ce sont sur vous des travaux immobiliers. Ce n'est pas le Ségur, on n'est pas dans le plan de relance. L'entreprise va en bénéficier, les entreprises en l'occurrence des travaux publics, mais en échange, elles vont produire du travail, elles vont produire une prestation. Nous avons beaucoup d'argent pour la rénovation thermique du bâtiment, public ou privé. Oui, les entreprises en bénéficieront et derrière elles l'emploient. C'est ça la finalité, mais en échange d'une prestation, etc., etc. Donc la seule mesure, on va dire, qui ne fait pas l'objet de contrepartie, vous l'entendez, ce sont les baisses des impôts de production. Bon. Mais là, je voudrais insister auprès de vous pour dire que vont en bénéficier essentiellement des PME, TPE, ETI, c'est-à-dire des entreprises non seulement non délocalisables, mais que grâce à ces mesures, nous allons conforter et localiser. Donc, c'est des petites et moyennes entreprises, j'insiste. Et deuxièmement,
Ça, c'est sur la taille. Sur les secteurs d'activité, on est plutôt dans le domaine industriel. Et notre volonté, c'est justement que la contrepartie, comme vous dites, c'est que ces entreprises à caractère industriel puissent se développer en France. Et donc, il faut enlever toutes les entraves qui empêchent ce développement. Donc, je pense que c'est un sujet réel, mais un peu biaisé selon la présentation qu'on en fait. Les mesures pour l'emploi qu'a rappelé Mme Borne, on dit aux entreprises, je n'ai cessé de le dire, prenez des apprentis, ça coûte quasiment pas cher, nous payons. Mais la contrepartie, c'est elle prend un apprenti ou pas. Si elle ne prend pas d'apprenti, elle ne perçoit pas d'aide. Bon. Signer un accord sur l'activité partielle de longue durée, c'est une mesure massive. La ministre a très bien expliqué ce que c'est, je l'ai dit moi-même ce matin. Former, mettez en activité partielle, mesdames et messieurs les entrepreneurs, plutôt que licencier. Et nous allons payer une large partie du salaire. Bon. Mais ça, d'abord, il faut un accord avec les partenaires sociaux. Donc là, sera faite, si j'ose dire, la vérification. Et encore une fois, s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas d'argent. Donc, si vous prenez dans le détail la plupart des mesures du plan, nous avons les moyens de nous assurer que l'argent que nous déployons sert à l'emploi, sert aux entreprises et aux salariés. Sans compter qu'il y a aussi beaucoup de dispositions qui concernent les gens qui n'ont pas d'emploi, pour là aussi préférer qu'ils se forment, qu'ils s'engagent dans des parcours d'insertion plutôt qu'ils s'inscrivent ou qu'ils aillent au chômage. Donc je pense que ce plan, de ce point de vue-là, est très cohérent. Nous allons le suivre partout, au plan national comme au plan territorial, et je pense donc que ce sont des dispositions dont l'État conservera la maîtrise au bénéfice de l'intérêt du pays, qui se rejoint avec celui des entreprises en l'occurrence. S'agissant de votre question particulière, ce qui concerne Suez et Veolia, je vous indique tout de suite que ce dossier est regardé de près par l'État. Il me semble qu'il y a un certain nombre de conditions essentielles. La première, c'est assurer la pérennité de l'emploi dans cette opération. Donc il faut que les offres qui soient faites permettent à ce qu'on puisse le vérifier, que l'emploi soit sauvegardé. La deuxième, c'est une logique industrielle. C'est une logique industrielle, c'est-à-dire qu'il faut que ça fasse sens. Sans pour autant, je rentre un peu plus dans le détail et nous y veillerons étroitement, que ça puisse créer des monopoles, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est un point central, mais il faut que ça fasse sens. Et il me semble que l'opération en question fait sens. Troisième point, restons aussi dans la logique du plan de relance. Il faut que ce ne soit pas le prélude à une perte de souveraineté dans ces secteurs stratégiques et il vaut mieux effectivement des investisseurs français que des investisseurs qui témoigneraient, à l'inverse de ce que nous venons de vous expliquer depuis 40 minutes, une perte de souveraineté dans ce secteur stratégique. Voilà. J'observe que sous le contrôle et l'autorité du ministre des Finances, puisque l'État a, dans l'une des entreprises en cause, des intérêts, nous allons surveiller ces discussions, mais je pense que je vous ai indiqué la tendance qui est la nôtre. Et à l'arrivée, il faudrait que pour les deux entreprises concernées, cela puisse représenter un progrès pour notre économie nationale. Oui, monsieur. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Jean-Baptiste Marteau pour France Télévisions. Question sur le dispositif MaPrimeRénov'. Vous souhaitez l'élargir un peu à tous les Français, à tous les ménages. D'abord, pourquoi ce choix et pourquoi, par exemple, ne pas l'avoir réservé seulement aux ménages les plus mal logés? Merci. Peut-être la ministre de l'Écologie. Ce qui pose problème sur la rénovation des bâtiments, c'est qu'on a eu pendant trop longtemps des investissements, on a mis de l'argent déjà depuis longtemps, mais tout était très complexe et finalement assez mal ciblé. Là, ce qu'on a voulu faire...
Voilà pour cette conférence de presse que vous venez de suivre en direct du Premier ministre français. Jean Castex qui présentait le plan de relance de l'exécutif pour faire face à la crise et pour financer l'avenir. Un gouvernement français qui vient de présenter son plan de relance. Après la crise du coronavirus et le confinement, l'exécutif a donc décidé de mettre 100 milliards d'euros sur la table et ce sur 2 ans. On va détailler dans un instant les mesures de ce plan. On écoute d'abord le Premier ministre. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2008. C'est, en proportion de la richesse nationale, le plan de relance le plus massif annoncé à ce jour parmi les grands pays européens.